premier événement de la programmation 2024-2025. Un peu plus fort, là. Bon, comme j'ai déjà dit, c'est le premier événement de la programmation 2024-2025 du Bistro Brain. On commence avec l'événement Démonte ton mythe. Êtes-vous excités? Fallait que je fasse un peu crier, là, parce que là, il y a encore des gens qui se commandent la bouffe, tout ça. On va leur laisser le temps de s'installer un petit peu. Donc, je vais commencer la soirée. Est-ce que vous savez c'est quoi Bistro Brain? Bon, OK, à main levée, c'est qui savent un peu c'est quoi? OK, c'est quoi? Câlin, c'est quoi? OK, mais encore? OK. Tu dois savoir c'est quoi aussi? OK. Oui, le but de ce Bistro Brain, c'est de diffuser la science par les soirées, comme on fait ici, à travers le plaisir. Oui, ça a été fondé en 2017, mais on est un OBNL, fait qu'oubliez pas d'aller faire un petit don à l'entrée. On a des belles demoiselles à l'entrée pour ça. Là, on a Anaëve, on a Gaëlle et Marika. Non, pas Anaëve, on a Sophie. Je suis vraiment désolée, il y a eu beaucoup de changements ce soir. Oui, hey, excusez-moi, là, je les vois rire là-bas, là, ils rient de moi, là. C'est pas drôle. Oui, on vous êtes belles. Mes notes sont pleines de stylos parce que vous avez fait beaucoup de changements. Oui, je suis vraiment stressée. C'est le premier événement, là. Vous avez le droit de rire. Bistro Brain, c'est aussi à Trois-Rivières, à Sherbrooke et à Montréal. Fait que si vous voulez faire un petit road trip, là, on a des événements un peu partout. Bistro Brain, c'est aussi un podcast et une belle équipe parce qu'on est plein de beaux bénévoles. C'était ma blague de la soirée. Je l'ai même pratiqué. J'étais genre, ouh! Donc, en parlant de beaux bénévoles, j'invite Alexis à nous parler de la programmation 2024-2025. Puis Alexis m'a fait courir aux grandes découvertes, mais là, c'est moi qui le fais courir. Let's go, Alexis! Let's go, Alexis! Hey, salut tout le monde. Je pense qu'il va falloir baisser les graves. Merci. Hey, je suis content de recommencer les événements. Moi, c'est le 4e mandat comme directeur que je commence. Puis l'année passée, on a vraiment eu une année record. Et je suis vraiment emballé de redémarrer la machine Bistro Brain parce que c'est vraiment une machine de plus en plus huilée, qui est vraiment portée par des gens qui ont à cœur les valeurs que sont celles de Bistro Brain, le plaisir, la démocratie et la curiosité. Fait que là, je suis là juste pour faire un petit pitch de ce qui s'en vient, mais en fait, c'est plus une programmation préliminaire qu'une programmation définitive. Fait que je commence avec un petit retour pour dire spécifiquement quel record on a battu l'an dernier pour la programmation 2023-2024. Mais là, voici les statistiques. On a eu un total de 24 événements pour un total de 118 présentations, 2148 participations en personne. Donc ici, à Sherbrooke, ça représente une moyenne de 113 personnes par événement. C'est vraiment incroyable. Merci, merci. Également, on fait de la captation vidéo. Salut YouTube. Donc, ça donne une seconde vie à toutes les présentations qui ont lieu ici sur la scène du Bac et Bière. Et ça donne vraiment une vaste visibilité aux gens qui prennent le temps de s'initier à la vulgarisation scientifique en venant faire l'expérience de présentation Bistro Brain. Et naturellement, il y a une tonne de plaisir. Je suis allé vraiment des photos. Là. Je vais vous montrer des photos. Premièrement, ça, c'est de quoi ça a l'air le BOC avec 206 personnes présentes. C'était notre événement record avec 200 à l'événement psychologie. Donc, vraiment une foule de monde. Puis sinon, les photos officielles qu'on fait toujours ici, là, au lieu de dire une photo forte, on dit « Allez, les bras dans les airs ». Puis c'est là que je sors mes moves de B-Boy. Donc, vraiment, ça, c'est un peu un survol de vraiment tous les événements qu'on a eus. Puis ça incarne vraiment c'est quoi la philosophie Bistro Brain. Ici, on ne se prend pas pour d'autres personnes. On s'adresse à vous comme si c'était nos amis, nos potes.
Et c'est vraiment dans cette attitude décontractée-là qu'on fait ces petites photos-là pour des bons souvenirs. Ici, on voit justement O3ET. Donc, pour garder ce court et préserver votre attention, programmation préliminaire, il y a encore des cases à remplir. Mais juste vous dire, on essaie de faire en sorte que ce soit, encore une fois, très diversifié, représenter tous les domaines d'études et de recherche, et tout ça, naturellement, en collaboration avec plusieurs instances, groupes de recherche présentes à Sherbrooke. Donc, j'aurais besoin d'un petit roulement de tambour. Et voilà, programmation très préliminaire pour l'année à venir. Donc, vous voyez des thèmes qui sont très populaires d'une année à l'autre. On les ramène. Sexualité, psychologie, technologie du futur. En primaire, vous savez déjà, le prochain événement en lutte sociale, hier, aujourd'hui, qui va être raccourci à lutte sociale le mois prochain. Mais on a aussi beaucoup d'événements hors série qui s'ajoutent cette année. Santé mentale à l'université, ça va avoir lieu sur le campus de l'Université de Sherbrooke, en collaboration avec l'ACFAS, qui est un organisme de promotion du savoir en français au Canada. Et on a aussi un événement hors série, la science de données, avec la Fondation de l'Université de Sherbrooke, qui va être ici. On fait ça toujours décalé, pour ne pas vous tanner quand même, hein, des événements Bistro Brain. On les fait une fois par mois. Donc, on y va de manière espacée. Puis sinon, les grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke vont avoir lieu cette année, ici, au Bac-et-Bière. On fait un petit changement logistique, mais toujours à l'image de Bistro Brain. Donc, c'est tout pour moi. Voici un premier jet de programmation. Vous allez naturellement voir passer sur nos réseaux sociaux la programmation finale. Mais on vous invite à noter les dates. Ça va toujours être le premier mercredi du mois à 17h, ici même au Bac-et-Bière. Fait que là-dessus, je souhaite un très bon Bistro Brain. Merci, Alexis. Sinon, plutôt, j'ai pas fait ma job d'animatrice. J'ai aussi oublié de dire, le Bistro Brain, c'est des soirées de 4 présentations de 12 minutes. Là, à soir, on vous remixe ça un petit peu. On a une présentation de 5 minutes, puis 3 autres présentations de 12 minutes. J'ai oublié de faire mon devoir d'animatrice. Désolée, changement de dernière minute. Donc, j'invite aussi Jonathan Savard, représentant du SAREUS, pour venir glisser un mot, parce que ce soir, les commanditaires, c'est la FIRST et le SAREUS. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Jonathan Savard. Je suis président du SAREUS et étudiant en médecine ici à l'Université de Sherbrooke. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour cet événement Bistro Brain qui est organisé en collaboration avec le SAREUS. C'est tout naturel pour le SAREUS de commanditer Bistro Brain depuis de nombreuses années parce que les membres du SAREUS, les auxiliaires de recherche et d'enseignement à l'Université de Sherbrooke, qui sont des contributeurs essentiels à nos missions d'enseignement et de recherche à l'université. Et qu'est-ce que fait Bistro Brain? Bistro Brain enseigne la recherche, donc il n'y a rien de plus naturel que la collaboration entre le SAREUS et Bistro Brain. Donc je suis très heureux d'être là ce soir puis d'organiser en collaboration avec Bistro Brain cet événement pour la première édition de l'année. Donc ici dans la salle, il y a des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke. Il y en a un ici, je ne sais pas s'il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Donc, vous viendrez me voir, j'ai quelques consommations gratuites à vous offrir pour certains, s'il en reste. Et si jamais, en fait, nous, le but de notre syndicat, justement, c'est évidemment de négocier vos conditions de travail. Donc, on négocie la convention collective, donc vos salaires, vos conditions de travail. Et par la suite, à chaque jour, on s'assure de son application, de son respect. Donc, si vous travaillez, vous avez des heures que vous n'êtes pas payées, vous avez des problèmes avec vos patrons, quoi que ce soit, on est là pour vous aider. C'est gratuit, c'est confidentiel. Donc, n'hésitez jamais à venir nous voir. Et aussi, on organise des activités pour nos membres. Ça en est une qui est organisée par Bistro Brain en collaboration avec nous. Et on en organise plein d'autres également. Si vous avez des idées d'activités, des choses que vous souhaitez qu'on organise, n'hésitez pas à venir nous voir. Puis, si vous voulez vous impliquer au SAREUS, évidemment, vous êtes toujours le bienvenu. Donc, très content d'être ici, puis je vous souhaite un bon événement. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, merci encore à nos commanditaires, puis merci aussi à notre fidèle partenaire, le BOC, qui nous accueille à tous nos événements et qui, cette année, va nous accueillir pour les grandes découvertes de l'UDS, comme a dit Alexis. Une bonne main d'applaudissements. Aïe, un peu plus fort, là! Come on!
Donc, on commence avec la première surprise de la soirée, qui était une surprise pour moi à 4h30. Donc, le sauveur de la soirée, ou encore Julien Rossignol, enseignant de génie électrique informatique, avec sa présentation « Explorer le corps humain à la vitesse de la lumière ». Donc, pour moi aussi, c'est une surprise ce soir d'être ici. Je l'ai su à 1h15 environ. Donc, si vous faites le calcul, c'est à peu près 3 heures de préparation. Et ces 3 heures-là incluaient d'aller au CHU pour une échographie. Donc, j'ai besoin d'encouragement. Mais la vraie personne qui a besoin d'encouragement dans la salle, c'est ma femme. Le bébé n'est pas encore à terme, il pèse 8 livres. Fait que, on l'applaudit aussi. Donc, mon temps de préparation était relativement court, mais j'ai quand même eu le temps de me préparer. J'ai mis une chemise. Et par contre, j'ai pas eu le temps de changer le titre, si on peut voir. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une joke. J'ai clairement eu le temps de changer le titre parce que j'ai eu le temps de mettre dans le titre que j'ai pas eu le temps de changer le titre. Et là, si vous dites une joke, c'est pas une joke si on l'explique. C'est le but de la soirée, expliquer des choses jusqu'à temps que les gens comprennent. Fait que sur ça, on va commencer. J'ai quand même eu le temps de faire des petites modifications. Et là, il faut que je paraisse bien. Il y a quelqu'un de mon jury de thèse dans la salle. Mais surprenez-vous pas, je vous donne comme défi de trouver l'endroit où ma préparation de thèse se termine actuellement. Vous allez voir peut-être une subtile différence dans la qualité de mes slides. Donc, moi, je viens vous parler de politique. Donc, y a-t-il des gens tripeux de politique dans la salle ou des gens qui étudient en politique dans la salle? Fait que, félicitations. Moi aussi, je tripe sur la politique. Et les gens en politique, les commentateurs politiques aiment beaucoup parler de transparence. Ils disent qu'il faut être transparent, il faut que les politiciens fassent plus preuve de transparence, nos méthodes fassent plus preuve de transparence. Et moi, ça me soulève une question comme scientifique. Donc, ma question de recherche, c'est quoi la transparence, essentiellement? Et en tant que chercheur, j'ai fait ce que personne devrait faire quand il y a une question, aller chercher un outil de référence. Donc, je suis allé chercher dans le Petit Larousse. Et donc, la définition que j'ai trouvée pour la transparence, c'est parfaite accessibilité de l'information dans les domaines qui regardent l'opinion publique. C'est évidemment farfelu de demander ça à des politiciens. Donc, j'ai rejeté cette hypothèse. Ça ne pouvait pas être la définition que les gens s'attendent pour les gens en politique. Donc, j'ai trouvé la deuxième définition de la transparence qui me semblait plus à propos. C'est la propriété d'un milieu de laisser passer plus ou moins le flux lumineux qu'il reçoit. C'est plus approprié, je trouvais. Mais essentiellement, c'est à quel point on laisse passer de la lumière, un peu ou pas. Puis après ça, je me suis dit, c'est pratique quelqu'un de transparent. Ça permet de voir à l'intérieur. Il y a des médecins dans la salle ou des futurs médecins qu'on a entendus. C'est très pratique si les gens sont transparents. On voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Et là, ce que j'ai découvert, c'est qu'on est en fait déjà un peu transparent. Et pour faire ça, on va avoir besoin d'une expérience scientifique. J'ai besoin que vous sortiez vos cellulaires. Et là, on va avoir une expérience qui va avoir 2 étapes. Fait qu'il va falloir allumer la lampe. Puis la première expérience qu'on va faire tous ensemble, c'est que là, maintenant que votre lampe est allumée, vous le mettez dans les airs. Et vous faites ça. Ça sert à rien, mais moi, c'est le fun sur le stage. La deuxième expérience scientifique que je voulais qu'on fasse, c'est garder la lumière allumée, c'est de le cacher avec votre doigt. Puis là, il faut savoir que la lumière qui est à l'intérieur de votre cellulaire, elle est blanche. Fait qu'elle émet dans toutes les couleurs, du bleu, du vert, du jaune. Pourtant, quand on le bloque avec le doigt, je vois plein de rouge qui apparaît dans la salle parce que notre corps laisse juste passer la lumière rouge. Donc, on est plus transparent à la lumière rouge qu'on est aux autres formes de lumière. Puis on est déjà transparent. Donc, on peut faire de quoi avec la transparence de notre corps à des formes de lumière. C'est juste que le rouge, si vous essayez de le faire passer à travers votre coude, ça ira pas bien. Vous allez voir, ça ne transperce pas beaucoup de matière. Fait qu'on va, pour voir à l'intérieur du corps humain, on va recruter une forme de lumière qui est un peu plus forte. On va utiliser des rayons X. Et grosso modo, qu'est-ce qui se passe avec nos rayons X? Bien, soit ils vont passer à travers leur corps humain, donc ils vont passer. Puis ça, c'est ceux-là qu'on va compter dans notre scanner à rayons X. Parce que, spoiler alert, je fais de l'imagerie médicale, pas de la politique. Donc, les photons vont soit passer au travers, on les mesure, soit ils vont subir ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Et le secret avec les photons, c'est que c'est comme traverser la mer dans les années 1600. Il y a bien des chances que tu ne te rendes pas de l'autre côté. Donc, quand l'effet photoélectrique arrive, c'est le bateau qui crache en mer en plein chemin. Il ne se rend pas de l'autre côté, on ne peut pas le compter. Troisième effet qui peut arriver, c'est de l'autre côté. La diffusion. Fait que quand il y a la diffusion, ça, c'est on se trompe de chemin, on voulait arriver au Canada, on arrive à Cuba.
Donc ça c'est bien le fun. Avec ça, on est capable de faire une image. Dans de l'eau, ça ne sera pas la même quantité de ces effets-là qui va se produire, puis on va voir une différence. Cette animation-là est éternelle, mais là, on commence à avoir une petite différence. C'est très léger entre les os, les os, puis ça nous permet de faire une mesure, puis c'est comme ça qu'on va faire une image du corps humain. Puis là, en fait, on prend un gros détecteur, puis on envoie, on scanne toutes les parties du corps humain comme ça, puis on est capable de voir apparaître une image qui va apparaître au fur et à mesure de l'image qu'on va scanner. Mais là, ça, c'est un peu long, fait que c'est pas vraiment comme ça qu'on va le faire. On va le faire un peu plus rapidement, tout d'un coup. Fait que comme ça, on a une belle image très rapidement. Ça, c'est une radiographie. Là, des fois, vous allez passer des tacos, des CT, des scanners, de la tomodensitométrie, toute la même affaire. On fait juste tourner autour de la personne, puis là, on va voir l'image va changer en fonction de où est-ce qu'on est rendu autour de la personne. Moi, pendant mon doc, j'essaie d'adresser un problème qui s'appelle le bruit de diffusion. Dans le fond, là, quand le photon il diffuse, tantôt je vous dis c'est bien le fun, il se rend à Cuba, mais Cuba, justement, c'est un autre de nos détecteurs. On a un gros détecteur, et là, ça vient fausser les données. Donc là, on pense que ça a passé dans l'eau, mais ça l'a passé dans l'os pour vrai. Fait que là, on a un problème, on essaie de corriger l'image. Et l'image, avec du bruit, c'est celle qu'on a à droite, sans bruit, c'est celle à gauche. Et ça, on veut essayer de retrouver cette image-là pour envoyer le moins de rayons X à l'intérieur du corps, éviter les dommages que ça peut faire, le cancer et tout et tout. J'arrive à la fin. Donc, là, subtile différence dans la qualité des slides. Donc, une des choses qui est différente avec les photons qui ont dévié, c'est qu'ils prennent un peu plus de temps. Mais ça, plus de temps. On parle de 10 picosecondes, fait que 10 millionièmes de millionième de seconde, pour être capable de différencier les photons qui ont dévié, ceux qui sont allés en ligne droite. Pour mon doc, on s'est dit c'est un peu trop visé fort. Fait qu'à la place, on a visé ça. Fait que... Et pour faire ça, on va finir avec cette slide-là très, très courte. Ça nous prend un gun à électrons, un laser pulsé. Ça nous prend le plus petit chronomètre qu'on est capable de trouver, un cristal très, très dense. Et là, je vais finir avec une phrase d'un de mes professeurs préférés. Tous les éléments au tableau. Le reste, je vous le laisse faire. C'est trivial. Merci. Ouais. Eh bien, merci. Merci pour cette belle présentation très courte. C'est le temps que tu avais. C'est le temps que tu avais. Un petit peu. Mais bon, tu avais. En tout cas. Tu as le droit à 5 minutes de questions, par exemple, comme tous les autres. C'est bon? Ça, je te l'avais pas dit. C'est bon, j'ai 36 slides supplémentaires. Il y a 36 slides supplémentaires, mais il y a 5 minutes de questions. Donc, je vous rappelle, cher public, comme à tous les Bistro Brain, 5 minutes de questions. Il y a un micro à l'arrière. N'hésitez pas à parler dans le micro parce que nous, en fait, on a des enregistrements YouTube, puis voyons, excusez-moi, je parle les mots. On veut entendre votre voix dans l'enregistrement YouTube, puis c'est grâce à ce micro-là qu'on peut entendre vos questions. Si ça fait du sens ce que je viens de dire. OK, parfait. Avez-vous des questions? Monsieur Marouane. C'est quoi la résolution? On me demande c'est quoi la résolution spatiale des détecteurs. Dans le fond, quand on veut faire, on va remonter, on va montrer les détecteurs. En fait, ici, on n'a vraiment pas beaucoup de détecteurs comparé à ce qu'on va avoir dans la vraie vie. On va faire souvent un scanner qui va être à peu près de 14 pouces par 14 pouces. Il va avoir une centaine de milliers de détecteurs. Donc, on parle des détecteurs qui sont 1 mm² environ, ce qui va nous donner comme résolution 0,5 mm à l'intérieur de l'image. On peut aller mieux. Ce qui se passe si on fait mieux, parce qu'on peut le faire pour des petits animaux, pour des tissus, mais le problème, c'est que plus on va aller petit, plus il faut envoyer de rayons X. Parce que, dans le fond, plus on a une plus petite surface, plus on a besoin d'en envoyer. Puis ce que ça va faire, c'est que si on fait ça sur un tissu, il faut qu'il soit mort, si on veut aller plus petit que ce qu'on fait dans le corps humain en ce moment. Moi, j'ai une question. Peut-être que, je ne sais pas s'il y avait des gens en arrière, là, mais j'ai passé un CT scan il n'y a pas très longtemps. Puis je sais qu'ils ont dû me pousser de l'iode. L'iode, oui. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui va aider à me rendre transparente? En fait, l'iode, l'objectif, c'est absolument l'inverse. C'est que ça va permettre de te rendre plus opaque à certains endroits. Fait que ça va se répandre dans le sang
ton sang va être plus opaque, fait que ça va être plus facile de le voir comparé aux autres. Parce que la différence entre les os, c'est probablement la différence la plus grosse qu'on a dans le corps humain, à part si on a du métal. C'est là où il y a Parce que ce qui décide essentiellement à quel point un tissu est transparent ou non, c'est où est-ce qu'il est dans le tableau périodique. Plus il est en avant dans le tableau périodique, plus il est dans le bas, en fait, plus il va être opaque. Donc, les os, ça va l'être plus. C'est du calcium, de l'eau, de l'oxygène, de l'hydrogène, ça l'est un peu moins. De l'iode, comme c'est un peu plus bas dans le tableau, c'est plus opaque. Fait qu'en le mettant dans le sang, on le voit plus facilement. Parce que du sang, c'est de l'eau, essentiellement, dans les tissus qui sont essentiellement majoritairement de l'eau. C'est difficile à voir les veines, tout ça. L'iode, ça va le permettre de le mieux voir. Souvent, c'est pour regarder les vaisseaux sanguins. Ça va les rendre un peu plus opaques. Ça va permettre de mieux les voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, là. Il y a encore 3 minutes de questions. Moi, je peux en inventer là, des questions, là. Non? OK, je n'inventerai pas des questions. Je suis pas si intelligente que ça. OK. La différence entre une radio et un scanner, c'est en fait une radio, on fait juste une image. Fait qu'on prend une photo dans une direction, on regarde qu'est-ce qui sort de l'autre bord. Fait que tout se ramasse superposé un peu. C'est que quand on regarde le thorax, les poumons, c'est assez difficile à différencier, mais on est quand même capable de voir des choses. Quand on fait un scanner, on va juste tourner tout autour de la personne pour prendre des images dans toutes les directions. Là, après ça, il faut faire des belles mathématiques pour tout remettre ça ensemble. Mais là, ça va nous permettre d'avoir vraiment une image en 3D de la personne. Fait qu'on va avoir une meilleure idée de tous les tissus où est-ce qu'ils sont. Mais au niveau de l'ingénierie, c'est à peu près exactement pareil. Ça ne changera pas, juste qu'on va tourner autour, mais la physique derrière se fait exactement la même chose. C'est le même genre de rayon X qu'on va envoyer. C'est vraiment juste qu'on tourne autour de la personne. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle présentation très rapide. On a une belle main d'applaudissements. Je vais essayer de ne pas m'en faire juste sur le fil. Désolée. Donc, la prochaine personne à passer, j'appelle bien Berthier Gouin-Ferland. Berthier est candidat en génie électrique à l'UDS et il va nous présenter « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et puis tantôt, j'ai parlé avec lui, là, puis pourquoi il n'y a pas d'accentuation là, sur sa présentation. Et il va vous l'expliquer, là, mais il n'y a pas d'accentuation parce qu'il va vous l'expliquer. Hey, ça a l'air bizarre, là. Mais j'ai posé des questions là, tantôt, parce que les autres là, personnes, là, dans leur présentation, c'est point d'interrogation, point d'exclamation. Mais là, lui, là, il va vous expliquer pourquoi c'est un fait. Okay. Hey, désolé, ça a l'air bizarre de présenter de même, là, mais applaudissez-le. C'est un fait. L'intelligence artificielle n'existe pas. OK, je me rapproche. Je voulais remercier Julien. Premièrement, c'est un peu un modèle pour moi. J'ai appris avec lui, un petit peu plus vieux que moi, autant en génie électrique dans le parcours scolaire que dans le parcours en vulgarisation scientifique. Donc, je suis un petit peu un groupie en ce moment de présenter juste après lui. Donc, une bonne main d'applaudissements pour Julien, encore une fois. C'est ça que je viens de remarquer. Aussi, je vais avoir besoin, encore une fois, une main d'applaudissement. J'ai besoin de vous demander, parce que j'ai pensé à une introduction et tout, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que, encore une fois, par applaudissement, que je jure, que je sacre dans mon introduction? On s'en calisse, OK. Est-ce que je suis tanné d'entendre parler d'intelligence artificielle? Pour vrai. Donc, je vais vous en parler pendant 10 minutes. Mais d'une façon différente, à ma manière. À ma manière. Je ne sais pas trop qui a la référence, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, mais merci à ceux qui ont la référence. Donc oui, je vais aborder l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est un mythe? Pourquoi ça n'existe pas, l'intelligence artificielle? Pourquoi je présente ça comme un fait aussi réel? Mais premièrement, parce que l'intelligence, en tant que telle, c'est un concept
quand même ultra flou. On réfère souvent plus à la notion de conscience quand on parle d'intelligence à un niveau biologique. Puis on n'est pas vraiment mieux équipé pour répondre à cette question-là que les Grecs l'étaient il y a de ça plusieurs milliers d'années. Après ça, l'intelligence artificielle n'est pas non plus artificielle totalement, dans un sens où on a besoin beaucoup d'intelligence naturelle pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais vous expliquer tout ça au fil de la présentation. Puis, bien, c'est un mythe dans le sens où l'argent est un mythe. Je vais vous expliquer aussi ça dans quelques secondes, mais Karl Marx a tout bien expliqué ça, puis ça va être très facile pour moi de vulgariser ça. Donc, je l'ai dit, je veux faire la chose différemment à ma manière. Je suis un petit peu tanné de parler d'intelligence artificielle d'un niveau plus technique. Je pense que vous avez tout compris depuis 2-3 ans comment ça fonctionne. Donc, je vais y aller plus différemment. Il fallait parler de mythe. Je vais parler du mythe selon sa définition comme une croyance sociale. Quelque chose qui existe parce que tout le monde, ensemble, en ce moment, on croit vraiment fort que ça existe. Genre l'argent. L'argent. Ou les bitcoins. C'est rien. L'argent, c'est du papier, c'est du métal qui a peut-être une petite valeur, mais au final, l'argent dans notre société existe parce que tout le monde, ensemble, ici, ce soir, on croit vraiment fort que ça existe. Puis si on arrête d'y croire, on est quand même dans la merde. Avoir un mythe comme ça, un mythe, une croyance que tout le monde, on croit vraiment fort, même si ça n'existe pas, ça a des belles fonctions. Ça nous permet de vivre ensemble, ça nous permet de partager des règles et de partager des croyances, de tous s'entendre communément sur et de nous organiser socialement sur des règles communes overall. Puis c'est pour ça que je vais aborder l'intelligence artificielle sur le terme ou selon sa définition de mythe. Parce qu'en ce moment, c'est ça que ça nous permet de faire. Ça nous permet de très bien nous organiser en société et vous allez voir pourquoi. Mais premièrement, c'est quoi de l'intelligence artificielle? Dans sa définition très globale, comme je l'ai dit, je ne vais pas y aller dans les définitions très techniques, c'est un ordinateur, une machine, c'est même pas obligé d'être un ordinateur, ça peut être un char, si vous voulez, mais qui reproduit ou qui simule une capacité humaine, quelque chose que l'humain est capable de faire, mais que finalement, c'est une machine qui le fait. Nous, on est très intelligents, on utilise un cerveau pour faire tout ça, c'est des neurones, etc. Un ordinateur, en ce moment, il utilise des circuits électriques, un processeur, des transistors, mais au final, pour simuler la fonction du corps humain qui est de faire quelque chose. Dans les deux cas, c'est des signaux électriques. Dans les deux cas, on est capable de modéliser mathématiquement c'est quoi qui se passe, comment on crée l'intelligence dans un cerveau. On est rendu capable de faire ça. Puis on est rendu capable de modéliser dans un ordinateur comment recréer ce qui se passe dans le cerveau. Donc finalement, on se demande pourquoi on est plus capable de dire qu'on est intelligent que pourquoi l'ordinateur est intelligent. Mais c'est là que les Grecs se sont posé la même question. Est-ce qu'on a une conscience? Est-ce qu'on est intelligent? Puis ils sont arrivés à la conclusion qu'on ne le sait pas. La seule chose que tu peux faire quand tu demandes à ton ami « Es-tu intelligent? As-tu une conscience? » c'est le croire. Toi, tu es sûr que tu as une conscience, tu es sûr que tu es intelligent, tu le sais. Pourquoi tu le sais? Tu le ressens. Mais quand quelqu'un te dit « Je suis conscient que je suis quelqu'un », tu n'as aucune façon de démontrer si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Tout ce que tu peux faire, c'est le croire. Après ça, si c'est un ordinateur qui nous dit la même chose, qu'est-ce qu'on fait? Bien, l'ordinateur, on n'a pas plus le choix de juste le croire. Si ChatGPT nous dit « j'ai une conscience, je suis rendu une intelligence artificielle », c'est à nous de choisir si on le croit, si on ne le croit pas. C'est aussi simple que ça. C'est une question de définition, à savoir si on croit envers l'intelligence artificielle ou si on n'y croit pas. Le rôle de l'intelligence artificielle dans notre société, je l'ai classé de utilité conne, on le voit bien, utilité conne à une utilité brillante, une façon brillante d'utiliser l'intelligence artificielle. Conne, genre des trolls sur Facebook, faire des bots qui font juste faire la merde puis qui font chier les gens. Je trouve pas que c'est une belle façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Entre conne puis brillante, il y a comme une zone floue où
moi, je pense que c'est des choses que, par exemple, optimiser nos déplacements, c'est quoi d'autre que j'ai écrit, rédiger nos courriels, se divertir, c'est toutes des choses qui sont pas connes. On a besoin de ça pour vivre dans notre société, mais on est capable de le faire sans l'intelligence artificielle. On n'est pas obligé d'avoir ça. On est capable de se divertir juste avec un livre, par exemple. C'est pas de l'intelligence artificielle. Se déplacer, il y avait des cartes, etc. Donc, on a été capable d'utiliser l'intelligence artificielle dans quelque chose qu'on ne l'avait pas vraiment besoin. Mais il y a aussi des belles applications. Je ne veux pas présenter ça, c'est mon domaine, l'intelligence artificielle, je ne veux pas présenter ça comme quelque chose d'absolument négatif. Je suis conscient que ma présentation est relativement critique, je me permets. Mais il y a des belles applications. Ça nous permet de découvrir des nouvelles molécules, des médicaments, de trouver des nouvelles, de diagnostiquer, de traiter des maladies. Il y a des très belles applications que l'humain, avec notre cerveau, on n'est pas capable de faire et que l'intelligence artificielle, les algorithmes nous permettent de faire. Puis ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas devenir cynique par rapport à ça. Un concept très important dans l'intelligence artificielle aussi, autre son rôle, c'est l'entraînement. Pour entraîner l'intelligence artificielle, c'est comme un enfant. Un enfant, ça a un très bon potentiel, ça a un cerveau, etc., mais ça naît, ça ne sait pas faire grand-chose. Donc, il faut l'exposer à de l'information. Par exemple, si on veut lui permettre de différencier un chien d'un chat, il faut lui montrer des chiens, il faut lui montrer des chats, puis il faut lui dire ceci est un chien, ceci est un chat. Même chose si on veut lui apprendre à écrire, il faut l'exposer à l'information. Pour ça, on a créé des systèmes. On a des parents, une société qui nous permet d'éducation, qui nous permet d'écrire des livres, etc., pour rendre l'information disponible à l'enfant et lui apprendre des choses. L'intelligence artificielle, c'est quand même la même chose. Il faut lui montrer des images. Il faut lui dire ceci est un chien, ceci est un chat, voici comment écrire, voici comment faire la tâche que tu me demandes. Pour ça, vous y participez. Vous avez déjà répondu à un CAPTCHA, je crois. Le CAPTCHA, quand vous dites il y a là un vélo ici, il y a une traverse de piétons ici, vous êtes pas mal en train d'entraîner une intelligence artificielle à repérer ce type d'image-là. Donc, vous y participez, vous êtes de l'intelligence naturelle que Google utilise pour entraîner son intelligence artificielle. Tant mieux si je vous l'apprends, c'est ça l'objectif de la présentation. Après ça, on a besoin aussi de d'autres personnes qui le font. Il faut des gens qui travaillent pour le faire. Puis ça, j'en ai parlé à Julien tantôt, je tombe un petit peu dans le politique. Il y a malheureusement une sphère de l'économie qui s'est basée sur l'entraînement de l'intelligence artificielle, par exemple pour ChatGPT, avec des travailleurs dans des très mauvaises conditions de travail pour entraîner ChatGPT, majoritairement au Kenya. Je vous invite à rechercher sur ça. C'est pas une belle chose. Après ça, on a besoin de données. Comme les livres, on a besoin d'informations, on a besoin de bases de données. Puis ça, vous le faites encore très bien avec vos Google Photos, votre Facebook, OneDrive. Toutes ces données-là, tous les termes que vous ne lisez pas, ces données-là sont utilisées pour entraîner de l'intelligence artificielle. Donc, on a créé des systèmes qui nous permettent d'utiliser les données pour entraîner de l'intelligence artificielle. C'est correct. On est tous d'accord sur ça. C'est ça qui nous permet de nous organiser dans la société. Maintenant, il va quand même falloir que je me dépêche. Pourquoi c'est si présent? Parce que quand on a des tâches plus dures à faire, on veut que ça soit plus facile. Pour faire des tâches plus faciles, ça nous permet on veut peut-être une intelligence artificielle, puis pour qu'il devienne meilleur, il y a besoin de plus de données. Les données sont traitées par encore des gens qui les traitent pour faire de l'intelligence, avec leur intelligence naturelle, pour faire une intelligence artificielle. Maintenant, si on augmente la complexité de la tâche qu'on veut faire, pour travailler plus, on a besoin de plus de données, on a besoin de plus de travailleurs, on a maintenant un meilleur algorithme d'intelligence artificielle, tout le monde est content. Mais ça ne l'arrête pas. Puis il y a quelqu'un qui a très bien défini ça il y a plusieurs dizaines d'années, c'est notre ami Carl, et ça s'appelle l'accumulation du capital. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle est si présente en tout cas, une des raisons pourquoi l'intelligence artificielle est si présente dans notre société en ce moment, c'est qu'elle s'insère extrêmement bien dans nos systèmes de marchandises, de création de capital qui sont déjà en place. L'intelligence artificielle a été capable de s'insérer dans nos sphères de société qui sont dans le milieu du travail, dans le milieu du marché et dans notre économie en général. Puis c'est pour ça qu'on la retrouve environ partout maintenant, parce que c'est pas vraiment différent de ce qu'on avait avant, finalement. Il y a aussi des impacts dans notre vie quotidienne, les médias sociaux, notamment dans la collecte de données et les Fitbit. Partez-moi pas, ces Fitbit, c'est juste une montre qui prend vos données personnelles
puis qui ne coûte pas cher parce que c'est vous le produit finalement de la montre, mais partez-moi pas ces Fitbit. Après ça, il y a aussi des changements dans nos modes de travail. On a tendance à vouloir d'être de plus en plus efficace et on a tendance à migrer vers des travaux qui sont de plus en plus numériques aussi. On le voit avec les YouTubers, par exemple, ou les gens sur Instagram, etc. On passe d'un mode de travail qui est de plus en plus numérique. Et finalement, il ne faut pas l'oublier, l'intelligence artificielle nous permet d'avoir des belles innovations au niveau médical, au niveau de la physique. Ça permet de nous faire des choses que l'intelligence humaine n'est pas capable de faire. Puis comme je le disais, il ne faut pas l'oublier. Donc, est-ce que ça existe? Est-ce que l'intelligence artificielle n'existe vraiment pas? C'était assez clickbait comme titre de présentation, mais c'est entre les deux. L'intelligence artificielle, c'est entre la science et le mythe. La science, c'est quelque chose qui existe, peu importe qu'on soit d'accord ou qu'on y croit ou pas. Par exemple, l'intelligence artificielle a besoin d'électricité, d'informatique et de mathématiques. Mais le contexte global dans lequel... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Dans lequel on l'utilise, c'est vraiment un mythe, dans le sens que ça nous permet de nous organiser en société, puis l'intelligence artificielle se trouve pas mal entre les deux. Fait que finalement, l'intelligence artificielle, c'est un outil, puis c'est à nous de décider le poids qu'on veut lui donner dans notre société. Est-ce qu'on veut que ça prenne beaucoup de place ou est-ce qu'on veut pas que ça prenne beaucoup de place? Dans les deux cas, c'est pas grave, c'est correct. Il faut juste en être conscient puis accepter que c'est pas absolu. Merci beaucoup. S'il te plaît, Alexis, ne fais pas ça. Ça peut créer des crises d'épilepsie. Merci. Si vous ne l'avez pas vu, il vient de faire flasher les lumières. Un jour, ça va créer une vraie crise d'épilepsie. Bon, merci pour la présentation. Je suis gardienne du temps. Si vous n'avez pas vu, moi, je faisais des signes, là, « Hey, arrête, faut pas défoncer le temps. » Puis, il était full stressé, là. Puis, là, vous avez compris pourquoi je disais, « Hey, il n'y avait pas de point d'exclamation, puis tout, là. » Puis, en tout cas, désolée d'avoir gâché le punch. J'espère que ça n'a pas trop gâché le punch. Fait que, gardienne du temps, gardienne des 5 minutes de questions. Je suppose que vous avez des questions. Moi, j'en ai. Mais je laisse les gens en premier. Julien. Donc, on me demande dans la salle si on peut me partir sur les Fitbit. Vas-y. Ah, les Fitbit. OK, je suis conscient que c'est une montre, c'est pratique, ça nous permet d'avoir notre rythme cardiaque, etc. Mais c'est écrit dans les plans de développement de Google. Hey, je sonne full conspirationniste, mais c'est pas ça. Je veux dire, c'est ça qui se passe en ce moment avec les grandes compagnies. Je veux juste qu'on en soit conscient que c'est pas la fin du monde. C'est correct. Je veux juste vous informer sur c'est ça qui font les grandes compagnies en ce moment en technologie. La Fitbit, ça coûte pas cher, mais toutes les données qui sont générées avec ça servent à entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Google, Apple, dans les années 2008 environ, se sont donnés comme mission d'être capables de recréer pas une intelligence, mais une espèce de modèle du corps humain complet, puis ils utilisent ce genre de captation de données-là pour le faire. Donc, c'est quelque chose de noble, je veux dire, ça va nous permettre d'améliorer la médecine, etc. Mais en attendant, ces données-là sont comme utilisées à faire d'autres choses aussi. Donc, soyez-en conscients. Moi, je suis vraiment content avec ma Casio, puis elle allume. Oui. Oui, donc on me demande ChatGPT, c'est quoi si ce n'est pas de l'intelligence artificielle? ChatGPT est une intelligence artificielle. Le point que je voulais apporter, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas besoin d'être aussi fancy que ChatGPT. L'intelligence artificielle, ça peut être aussi bête que, tu sais, au Nintendo 64, quand on jouait à Mario Kart, puis avec des bots, les petits bonhommes contre qui on jouait, c'était de l'intelligence artificielle, puis on était en 1996. C'est pas obligé d'être aussi fancy que ChatGPT. ChatGPT, c'est très précis comme type d'intelligence artificielle. C'est un réseau de neurones, c'est un type particulier de réseau de neurones. Puis sa grande particularité, c'est d'être énorme puis de recueillir. Il fait comme une compression d'Internet. Il recueille toute l'information qu'il y a sur Internet, ou beaucoup. Puis après ça, il va faire une synthèse de tout ça pour être capable de répondre à tes questions par la suite. C'est de l'intelligence artificielle.
Mais après ça, quand on demande est-ce que c'est de l'intelligence, c'est vraiment plus une question philosophique. Donc, c'est ça le point aussi que je voulais apporter, c'est que si ChatGPT me dit « je suis intelligent, je suis conscient, j'ai une conscience, j'ai des émotions », c'est à toi de décider si tu le crois ou pas, autant que si ton ami te le demande, te dit la même chose finalement. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation et surtout pour l'emphase sur les croyances. Il faut dire, moi, je suis un prof à un cégep, puis je pense à un sondage intéressant qu'on a fait l'année passée qui montrait qu'à peu près 10% des étudiants disent que oui, ils ont peut-être utilisé l'intelligence artificielle pour faire un devoir, mais à peu près 50% croient que les autres étudiants l'ont fait. Donc, on a cet écart. On a beaucoup de gens qui pensent que les autres l'utilisent pour faire le devoir, même si ce n'est pas vrai, et donc qui pensent qu'ils sont obligés de le faire eux-mêmes pour garder le même niveau, etc. Je me demande si... Bon, je cherchais un peu dans votre présentation une chose que je pourrais dire à mes étudiants pour les convaincre que c'est pas arrivé le moment de l'intelligence artificielle. Je sais pas. Donc, si je vais essayer de synthétiser tout ça, la question serait un argument à donner un argument en général pour dire que l'intelligence artificielle, c'est pas si bon que ça, ou c'est pas si intelligent, c'est pas... Pas mal. Ou peut-être qu'il n'est pas capable en ce moment des tâches duquel les étudiants demandent. Oui, OK. Donc, un exemple qui montre que l'intelligence artificielle n'est pas à la hauteur de nécessairement ce qu'on lui demande en ce moment. Par exemple, dans un contexte d'études collégiales. Bien, je vais y aller avec ça, avec le petit cercle que j'avais, qui était l'accumulation du capital, bon, qui était un peu une parabole sur l'accumulation du capital. Vous avez dit assez intelligent en ce moment. En ce moment, la façon dont on utilise l'intelligence artificielle, par exemple avec ChatGPT, la seule chose qui lui manque pour être capable d'atteindre un niveau collégial, c'est plus de données. Donc, en ce moment, les grandes compagnies, Facebook, le GAFAM, sont en train de développer des mécanismes de collection de données, par exemple les Fitbit, par exemple, avoir plus de cookies, avoir des mécanismes de collection de nos données sur Internet pour être capable d'entraîner un réseau de neurones qui va être entraîné avec plus de données. Une fois qu'on a plus de données, on va peut-être atteindre un niveau d'intelligence qui nous convient. Après ça, l'argument que j'aurais par rapport à vos étudiants, ce qu'on remarque avec l'intelligence artificielle récemment, c'est un changement de paradigme dans l'utilisation des technologies en général. J'y vais vite. Avant, on pensait que la technologie allait nous permettre de faire des tâches et de plus nous reposer. Par exemple, une machine dans une usine, ça nous permet de faire les tâches répétitives, puis l'humain peut se concentrer à faire ce qui est bon, penser. En ce moment, on remarque que c'est un petit peu le contraire qui se passe. On demande à l'intelligence artificielle de faire la tâche qui est vraiment facile, d'écrire plein de mots dans un courriel, par exemple, puis là, ou de corriger un texte. Puis là, nous, en tant qu'humains, on pense même plus, puis on fait juste passer une demi-heure à relire ce qu'il a fait pour s'assurer que c'est correct. Donc, moi, une des choses que j'aime pas par rapport à ça, c'est qu'on prétend que la technologie va nous permettre de faire mieux les choses en tant qu'humains, puis finalement, on remarque qu'en ce moment, c'est le contraire qui se passe. On utilise moins nos capacités d'humains qui sont vraiment meilleures que ce que ChatGPT peut faire en ce moment. Faut pas être si humble par rapport à ChatGPT. On est meilleur. Donc, pour faire ça, il ne faut pas oublier que vos étudiants sont meilleurs que ChatGPT, en gros. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour les questions. Là, je voyais les gens faire la file pour les questions. Je pense que Berthier va être disponible à la pause là, pour répondre aux questions, là, même s'il va prendre une bière et tout ça. Là. Justement, c'est le temps de la pause. Là, vous le savez, Bistro Brain veut dire, après 2 présentations, veut dire pause. Donc, je vous confie une pause de 10 minutes, moi, gardienne du temps. Et donc, je vais regarder l'heure. Il est 5h59, donc à 6h10, pile, je recommence les présentations. Profitez pour aller prendre vos consommations gratuites si vous en avez au bar. Allez vous dégourdir les jambes là, parce qu'après ça, il y a des belles présentations qui suivent. Rebonsoir! Je suis votre pire cauchemar, la gardienne du temps. C'est le temps de recommencer. Hey, je viens de me faire dire que je faisais peur.
Je fais pas peur, là. Comment? Il faut bien qu'il y ait une gardienne du temps, là. On est sur un horaire ici. Si on veut que ça finisse à un moment donné, là, c'est un 5 à 7, pas un 5 à 11 comme à l'université. On sert de la bière, mais c'est un 5 à 7. Bon, pour la troisième présentation, j'accueille une étudiante à la maîtrise au Medical Imaging and Neuroinformatic Laboratory à l'UDS. Là, je me suis donné un défi de le dire en anglais. J'appelle Zineb El Yamani pour les différences qu'on ne devine jamais. Non, t'inquiète, prends ton temps. Prends ton temps. Oh, merci. Donc, je ne m'attendais pas à passer maintenant, donc voilà. Alors, tout prêt? Là, c'est bon? Ok, parfait, merci. Donc, du coup, aujourd'hui, donc, mon titre, c'est « Ces différences qu'on ne devine jamais ». Donc, c'est un titre un peu mystérieux, donc, mais vous allez comprendre dans quelques instants de quoi je parle. Non, c'est de l'autre... Non? Attends. Yes! Ça m'arrange, hein? Donc, ok. Donc, du coup, moi, je suis étudiante en neuroinformatique, enfin, spécialisée en neuroinformatique. Et donc, du coup... Donc, j'aide à développer des outils informatiques pour essayer de comprendre ou de mieux traiter le cerveau. Et donc, le cerveau, ça m'intéresse et on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et donc, aujourd'hui, mon but sera vraiment de vous donner, donc, à travers cette présentation, des lunettes magiques qui vont peut-être, donc, grâce auxquelles vous pouvez voir un monde invisible. Et donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu touchy qui est l'handicap. Alors, quand j'évoque le handicap, qu'est-ce qui vous vient donc, comme ça donc, dans la tête? Peut-être le fameux pictogramme donc, avec le petit bonhomme sur sa chaise roulante, ou aussi donc, des béquilles ou des prothèses ou autre chose. Mais donc, c'est là en fait, où réside en fait, le mythe que je viens démonter aujourd'hui, qui est que tous les handicaps sont visibles. C'est faux. Et donc, pour comprendre cela, donc j'ai pris ici la définition officielle d'une personne handicapée selon le gouvernement du Québec. Et c'est donc toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Je vous détaille tout ça. Alors, en fait, on parle donc, une personne qui a un handicap, c'est une personne donc, qui a une déficience. Et quand on parle d'une déficience, en fait, c'est vraiment au niveau organique. Donc, ça doit être identifié par un spécialiste. Et cette déficience, en fait, va entraîner une incapacité, mais cette fois, en fait, au niveau fonctionnel. Donc, cette fois-ci, c'est ressenti par la personne. Exemple, Sarah a une déficience du système auditif, entraîne que Sarah a une incapacité auditive. Donc, elle a du mal à entendre. Et aussi, donc, cette incapacité doit être caractérisée par le fait qu'elle soit significative, c'est-à-dire qu'elle doit être lourde pour la personne, mais aussi persistante, c'est-à-dire que ça doit durer dans le temps. Et quand on dit durer dans le temps, ça ne veut pas dire nécessairement que ça doit être vécu au quotidien, mais ça peut être aussi de façon cyclique ou épisodique. Et donc, du coup, cette incapacité-là, elle va venir interagir avec l'environnement, mais aussi les habitudes de vie. Et cette interaction-là va créer, en fait, un obstacle devant l'accomplissement des tâches de vie quotidienne. Donc, déjà là, je vais démonter un autre mythe ou une autre croyance. Donc, si je vous demande la définition d'une personne handicapée, est-ce que c'est la même définition que d'une personne en situation de handicap? Oui, yes. C'était une question piège, donc non. En effet, donc en fait, quand on parle d'une situation de handicap, on fait vraiment juste, on parle juste en fait de cette interaction entre les incapacités et l'environnement et les habitudes de vie qui entraînent cet obstacle-là devant les tâches de vie quotidienne.
Et donc aussi, on perd les deux caractéristiques qui sont les incapacités persistantes et significatives. Exemple d'une personne qui est en situation de handicap sans pour autant qu'elle soit handicapée, c'est une personne en fait qui s'est foulée la cheville et qui doit porter du plâtre pendant une durée donc limitée, mais quand même donc qui se trouve face à des obstacles donc devant l'accomplissement des tâches de vie quotidienne. Et donc, du coup, revenons à notre mythe, qui est que tous les handicaps sont visibles. Donc, comme vous avez vu, à aucun moment on a parlé donc, de visibilité de ces incapacités-là, ce qui veut dire que l'handicap peut être aussi visible que non visible ou invisible. Et donc, d'ailleurs, 80% des handicaps sont invisibles d'après donc, le Hidden Disability Sunflower. Excusez-moi, j'ai pas mis la référence ici. Horrible, horrible faute. Et donc, du coup... bon, là, c'est des maths. Par exemple, si on prend 16 personnes, 3 personnes auront un handicap visible, alors que les 13 autres auront un handicap invisible. Et je vais vous en montrer une. Moi. Donc, du coup, comme je vous avais dit... Oh c'est mignon. Merci. Donc, c'est très gênant, j'avoue, mais bon, j'expose ma vulnérabilité pour... la sensibilisation. Let's go. Donc du coup, en fait, comme je vous avais dit tout à l'heure, donc il y a le Hidden Disabilities, d'où j'ai pris mes pourcentages. En fait, on retrouve vraiment beaucoup de handicaps cachés. Il y en a plus de 900 qui sont répertoriés là-bas. Et donc moi, qu'est-ce que je pourrais avoir? Je vais vous répondre. J'ai une sclérose en plaques. Et donc moi, avec ma sclérose en plaques, en fait... Ah, je vois du choc, c'est cool ça. Oui, c'est exactement le but de ma présentation. Donc du coup, j'ai une sclérose en plaques et en fait, avec ma sclérose en plaques, en fait, j'ai eu différentes expériences avec le handicap. C'est-à-dire qu'avant mon diagnostic, j'ai pu expérimenter la vie sans handicap. Donc après mon diagnostic, pendant mes crises, j'ai eu donc des problèmes de mobilité. Donc du coup, j'ai dû utiliser une canne. Donc du coup, mon handicap était plus visible. Et aussi, donc maintenant, aujourd'hui, donc je vis avec un handicap qui est invisible. Et donc du coup, si je veux faire un petit retour sur chaque expérience. Alors, l'handicap, donc avant l'handicap, en fait, écoutez, je suis une personne qui est vraiment super gentille. J'essaie d'avoir de bonnes valeurs, etc. Mais je suis très bien tombée dans les préjugés aussi. C'est parfaitement normal. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis en soirée, je vois une personne bien habillée, jeune, qui marche un peu donc, avec des jambes molles, qui perd son équilibre et tout, ben, je vais me dire, bon, quelqu'un s'est bien amusé ce soir. Mais après, j'ai compris que ça peut être aussi dû à ce qu'on appelle l'ataxie, où en fait, c'est une atteinte du système nerveux. Et donc où la personne va manquer de coordination et donc de temps en temps elle peut se retrouver donc à marcher un peu donc avoir les jambes molles. Ça m'est arrivé aussi. Ah, il reste 1 minute. Wow. Et donc quand l'handicap était plus visible, ben, j'étais plus face à de la stigmatisation, c'est-à-dire que j'étais plus ou moins pointée du doigt, j'entendais des prières de partout. Ah, elle est belle, c'est tellement dommage, blablabla. Donc bref, donc c'était pas cool. Et puis aussi donc maintenant donc c'est l'handicap, quand il est plus invisible, c'est toute une autre expérience où on est plus face à de l'incompréhension, même que nous-mêmes, on peut donc vivre, donc on peut même nous-mêmes être dans le déni, parce que c'est normal, on dit qu'il y a une atteinte, mais on ne la voit pas. Bref. Et donc du coup, surtout, donc, on entend beaucoup le fameux « c'est dans ta tête », auquel j'aime beaucoup répondre avec une blague très malaisante, mais qui quand même fait rire ma communauté donc, de sclérose en plaques, c'est que oui, c'est dans ma tête, mais c'est dans ma moelle épinière aussi. Donc, donc du coup, maintenant, la question, c'est pourquoi on aime bien garder cette cape d'invisibilité, parce que quand même, on est 80%, et pourquoi on n'entend pas parler de cet handicap invisible. Donc nous aussi, honnêtement, on se sent bien avec notre cape. Alors, pourquoi? Donc, je vais vous mettre en situation. Imaginez que vous avez un mal de dents atroce. Personne ne le voit, mais il est bien là. Et que vous travaillez ce jour-là. Et vous avez un gros dossier. Vous devez vraiment travailler. Et puis là, est-ce que vous allez courir vers votre boss et lui demander « Ok, j'ai besoin d'une journée off ». Déjà là, vous allez commencer à vous dire « Ah, il va me prendre pour un faible, que j'exagère, etc. » Donc certainement, vous allez juste vous serrer les dents et continuer à survivre jusqu'à la fin.
Mais en fait, c'est à peu près la même chose quand il s'agit d'handicap invisible, c'est-à-dire que nous avons le choix de ne pas le révéler, donc du coup, autant éviter l'incompréhension et la stigmatisation. Et donc, on est plus tranquille. Mais c'est un handicap. Donc, du coup, ces personnes sont face à des obstacles. Et heureusement, il existe de soutien pour nous aider à franchir ces obstacles. Exemple, donc moi, avec ma sclérose en plaques, je peux avoir des troubles cognitifs. Et grâce au programme pour l'inclusion des personnes étudiantes en situation de handicap de l'Université de Sherbrooke, après bien sûr avoir fourni des détails médicaux et des justificatifs médicaux, en fait, ils m'aident à atteindre mon réel potentiel. Donc à me mettre dans un pied d'égalité. Mais aussi, donc, le Hidden Disabilities offre un programme pour les vols aériens, c'est-à-dire que nous allons trouver 17 compagnies aériennes et c'est caché, dans plusieurs aéroports, dans celui de Montréal-Trudeau. En fait, ce programme, il consiste à ce que la personne qui a un handicap invisible porte un badge où elle pourrait indiquer qu'elle a cet handicap, mais aussi, en fait, les personnes formées pour nous aider ont un badge aussi. Donc, du coup, ça offre une double visibilité, donc c'est assez cool. Et maintenant, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir au cerveau, je ne pense pas. Bon, il y a des phénomènes cool dans le cerveau que j'ai découvert à travers cette présentation. Donc, il y a la dissonance cognitive qui peut expliquer pourquoi on est vraiment face à cette incompréhension, parce que ce qu'on voit ne correspond pas à ce qu'on croit. Donc, du coup, quand notre cerveau, en fait, il a du mal, il y a une tension qui se crée. Par exemple, quand là, je vous dis que j'ai une sclérose en plaques et je fais le move comme tout à l'heure. Bon, je ne le fais pas autant bien, mais bref. Donc, du coup, ça va... Il y a une tension qui se crée dans votre cerveau. Et puis aussi, il y a les heuristiques, c'est-à-dire que notre cerveau, il est un peu fainéant et au lieu de choisir le chemin le plus réfléchi pour prendre sa décision, il va clairement prendre le chemin le plus court et qui est généralement basé sur des stéréotypes appris. Mais heureusement, notre cerveau a un super pouvoir qui est la neuroplasticité, c'est-à-dire que nous pouvons remodeler notre cerveau de façon à éliminer tout ça et passer de je ne vois rien, donc ça n'existe pas, à je ne vois rien, mais c'est bien réel. Du coup, mais honnêtement, vous allez me prendre pour une philosophe, comme vous pouvez le voir. Mais vraiment, je suis très reconnaissante envers cette expérience parce que ça m'a permis de vraiment avoir beaucoup de perspectives, ce qui m'a vraiment enrichi, mais aussi, paradoxalement, ça m'a poussée... maintenant, je n'ai pas le choix, à part de m'organiser, de m'adapter pour être efficace dans mon travail. Et finalement, je suis bien plus efficace qu'avant. Et aussi, un petit message pour ceux qui préfèrent se cacher ou qui restent dans l'ombre, c'est que moi, si je me mets sous ces beaux projecteurs ce soir, c'est parce que je veux défendre notre cause et dire qu'on existe, mais aussi qu'on est capable d'accomplir de super belles choses. Et voilà. Donc, je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Donc, on va poursuivre avec la période de questions. Donc, gardienne de ça, on a 5 minutes. Alors, petite note, si vous avez vu en fait le tournesol, en fait, si vous le voyez maintenant, vous saurez que c'est pour l'handicap invisible. Donc, je n'avais pas mentionné ça, mais je pense que vous avez compris ça. Ouais. J'entends. Est-ce que tu peux répéter ça? Est-ce que la carte Hidden Disabilities, ça affiche c'est quoi la disabilities sur la carte? Honnêtement, j'ai pas la réponse parce que je ne connais pas non plus ce programme. Je l'ai découvert à travers cette présentation aussi. Je voulais aller l'expérimenter à l'aéroport, mais certainement qu'ils vont identifier le disability parce que si on va dans leur site, on peut aussi se procurer cette carte, même sans aéroport. Et donc il y a pour chaque handicap sa carte. Donc je présume que oui. Et donc voilà.
Est-ce que des fois, c'est un obstacle pour des gens qui veulent, tu sais, comme, OK, c'est caché, fait que là, tu veux le montrer pour que les gens ils sachent que tu as un désavantage, mais en même temps, le fait de le montrer, ça peut créer une inégalité. Fait que là, est-ce qu'il y a des gens qui s'empêchent de montrer leur hidden disabilities, justement, par peur de la stigmatisation, même si le but, c'est... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est pas clair, là, mais... Oui, certainement. Donc, le choix de révéler ou pas son handicap, c'est vraiment très... je sais pas, c'est quel est le... Ouais, c'est très personnel, mais aussi... Comment, par exemple, moi j'en parle beaucoup, parce que mon but, c'est vraiment, en fait, parce que tellement je connaissais pas ça que quand je l'ai eu, et j'ai vu donc les personnes autour de moi donc, qui se cachaient, en fait, j'ai voulu vraiment en parler au max. Donc, pour moi, je te dirais que je le dis, même si, pour cette raison-là, mais je sais très bien qu'il y a des choix un peu stratégiques, par exemple, quand ou pas quand le révéler. J'ai pas de réponse exacte, mais certainement, c'est personnel aussi, mais aussi savoir quand on a vraiment besoin d'adaptation, que l'environnement s'adapte à nous, et donc aussi comment éviter en fait des obstacles dont on n'a pas besoin. Par exemple, s'il y a des personnes qui, tu sais, ne peuvent pas comprendre ça, bah, ça sert à rien de leur faire part. Donc c'est un peu, ça reste vraiment, ouais. Merci. Comment? Ouais, c'est exactement ça. Mais il y a donc de l'adaptation, c'est ça le problème. C'est que est-ce que je le dis et j'aurai mon aide, enfin, donc l'environnement s'adaptera à moi, ou je le dis pas et je reste tranquille. Ouais, mais ouais, bref. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question pour Zineb? Oui. Pallier, c'est-à-dire... Oui. Oui, certainement. Donc, quand j'ai découvert la neuroinformatique, Quand j'ai découvert la neuroinformatique, c'était l'une des motivations, c'est vraiment quand j'ai vu son potentiel, donc sur la sclérose en plaques notamment. Et donc, du coup, mais c'est pas plus dans l'handicap, mais certainement que c'est un peu lié. Ouais. Merci. Parfait. Ben, merci beaucoup pour la belle présentation. Yes. C'était super intéressant. Donc, on poursuit la soirée et on termine les présentations avec l'étudiante en maîtrise en travail social à l'UDS, Coralie Gens-Bégin. Les BS sont tous des profiteurs. Fait que c'est à toi, Coralie. Adepte du Bistro Brain, la plus belle. Elle a dit qu'il fallait que j'ajoute ça, là, mais... Il y a plus de gens prévus. Merci. Tout le monde Bégin, c'est parce que j'aime beaucoup Christian Bégin. Si tu me regardes sur YouTube, appelle-moi ou réponds à mes messages Instagram. Bref, comment ça marche déjà? J'ai encore oublié. OK, ça va, j'ai compris. Bonsoir tout le monde. Bonjour à mon public du Japon. Donc, ce soir, je vais vous parler des fraudeurs du BS parce qu'on sait tous que les gens sur l'aide sociale, c'est des fraudeurs puis des maudits profiteurs, OK? Donc, premièrement, Bon, ça marche plus. OK, j'étais pas du bon bord. Je veux juste vous dire que j'utilise le masculin dans ma présentation. Là, c'est un avertissement parce qu'on le sait que toutes les personnes sur l'aide sociale, c'est des hommes. C'est une blague, c'est vraiment 50-50, là. Puis, je n'approuve pas l'utilisation du terme BS pour parler des bénéficiaires de l'aide sociale, mais je vais l'utiliser pour rendre la présentation plus accessible. Donc, qui ici a déjà écouté l'émission Les Bougons? Je suis comme gênée qu'il y ait aussi peu de personnes qui l'aient écouté. Je m'attendais à plus. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, honte à vous, allez l'écouter directement sur tout.tv. Abonnement extra, c'est pas cher. Donc, qu'est-ce que c'est Les Bougons? C'est une série télévisée québécoise qui met en scène une famille sur l'aide sociale qui font plein de petits tours de passe-passe pour aller chercher plus d'argent. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont écouté ou je suis peut-être trop vieille, mais Coralie, 4 ans, elle avait vraiment envie de devenir Dolores. C'était mon modèle. Puis j'aurais pu rencontrer Junior, son frère, et on aurait pu se marier.
Mais bon, ce n'est pas arrivé. À la place, je me suis mis en couple avec un ingénieur. Donc, ouais, décevant. Puis il est au Japon. Il est ici, oui. Donc, trêve de plaisanterie, là, pour vrai, je vais vous expliquer c'est quoi l'aide sociale parce que vous savez toutes pas c'est quoi la gang. L'aide sociale, c'est une aide de dernier recours qui sert à répondre aux besoins de base puis qui est dans le but de réintégrer le marché du travail. Donc, c'est temporaire, c'est à court terme, c'est censé aider. Là, comment ça fonctionne? Les gens qui travaillent ici, vous payez des impôts, puis le gouvernement prend vos impôts et les donne aux bougons. C'est aussi simple que ça. C'était votre cours d'économie 101. Donc, finalement, ce que ça fait avec les impôts, c'est qu'on reçoit sur l'aide sociale 807 $ par mois plus les crédits d'impôt. J'ai sorti tous mes talents en mathématiques pour vous calculer ça, tout le monde. Ça donne 11 245 $ par année. Puis là, pour diminuer mon temps, je vais dire 12 000. J'arrondis à la hausse. Bref, vous vous dites toutes « Wow, la gang! » Puis j'ai entendu quelqu'un dire « Wow! » C'est ça. Vous vous dites toutes « Wow! 12 000 $ par année pour ne rien faire! » Genre, sign me in. Tout le monde peut vous inscrire sur le site du gouvernement, mais je vous invite pas à le faire parce que c'est de la crotte. Donc, pour ceux qui m'ont vu en mars présenter pour la prohibition, j'avais écrit une bande dessinée, puis aujourd'hui, j'ai pas fait ça. Fait que je me suis mis comme personnage principal. Donc, Coralie est une femme déterminée et magnifique, comme vous pouvez le voir ce soir. Et puis, elle vit une difficulté quelconque. C'est surtout parce qu'elle veut intégrer la famille des Bougons, mais comme elle dit qu'elle a autre chose, elle est triste. Et puis, elle ne peut pas occuper un emploi temps plein. Donc, Coralie se retrouve sur l'aide sociale. Puis, comme vous savez, Coralie avait un copain ingénieur, mais il l'a quitté parce qu'elle était sur l'aide sociale et c'était pas pour un voyage au Japon. OK. Donc, avant de revenir avec Coralie, je vais vous expliquer comment on mesure le faible revenu. La mesure du panier de consommation, le MPC, c'est une mesure qui va calculer le coût des biens et des services qui doivent composer un panier de consommation pour une famille, OK? Puis là, pour ceux qui ne comprennent pas cette définition, je vous ai fait une petite animation. Coralie est à l'épicerie, elle achète de l'épicerie, des vêtements, son logement et son transport. Puis ça devrait lui coûter 29 889 $ par année. C'est 30 000 $ arrondis à la hausse. Là, je vous ai fait un graphique pour ceux qui comprennent moins bien, parce que c'est compliqué. 30 000 $ par année, c'est le seuil de faible revenu. Tous ceux en bas sont pauvres, donc la majorité d'entre vous. Puis Coralie se situe à cette étape-là. Là, je pointe là-bas, mais comme ici, 12 000 $ par année. Je vous vois toutes calculer, la gang. Ça ne fonctionne pas, parce que moi, j'ai fait le calcul, ça représente 1/3 du revenu. Fait que finalement, y a-t-il vraiment des fraudes? Dans les faits, il y a 40 % des personnes qui n'ont pas de contrainte à l'emploi. Ça, ce que ça veut dire, c'est que techniquement, ils pourraient travailler parce qu'ils n'ont pas de certificat médical qui dit qu'ils ne peuvent pas travailler. 60 % qui ont des contraintes, genre déficience intellectuelle, handicap physique, name it, choisissez ce que vous voulez. Puis dans le 40 %, il y a 3 % des personnes qui fraudent. Le 3 % des personnes qui fraudent, c'est des fausses déclarations, puis la majorité, c'est des personnes qui ont fait une erreur, parce qu'on s'entend qu'on a toutes déjà rempli un truc sur le gouvernement du Québec, puis on comprenait « fuck all ». Fait que ça ne m'étonne pas. Ça veut dire qu'au final, nos bougons, là, ils représentent 0,8 % de la population. Puis, juste pour vous dire, le gouvernement est à son affaire parce qu'il n'investit pas dans notre système de santé, mais il investit en maudit pour aller chercher de l'argent qui manque. Fait que ça revient à 0 % parce qu'il va le rechercher, cet argent-là. Puis on ne peut pas déclarer faillite pour les dettes du gouvernement, tout le monde. Donc, finalement, pourquoi le mythe se maintient? Là, je vais aller au niveau politique comme certains de mes collègues ce soir. Tout d'abord, on a tous l'âge de voter, sinon quitter la salle. Actuellement, notre système politique est basé sur l'individualisme et le capitalisme. Je pense que je ne vous apprends rien. L'individualisme, c'est qu'on va prôner la réussite individuelle des personnes. Puis le capitalisme, c'est qu'on va plus favoriser les personnes qui sont riches. Fait qu'on veut que les personnes aient le plus d'argent possible. Les personnes sur l'aide sociale et pauvres ne sont pas représentées. J'en fais partie. Dans ma présentation et dans la vraie vie, je suis étudiante en travail social, tout le monde. Je suis pauvre. Donc, bref, là, pour ceux qui ne me croient pas que le gouvernement ne nous représente pas bien, je vais vous donner des exemples. Tout d'abord, on a François Legault, vous le connaissez tous, COVID-19, qui croit qu'on peut trouver un logement pour 500 à 600 $ par mois à Montréal.
Je ne sais pas s'il est resté dans les années 80 ou s'il habite dans le même monde que moi, mais moi, quand je check un logement à Sherbrooke, c'est genre 1000 $. Après ça, on a notre fameux Couillard qu'on a vraiment aimé parce qu'on l'a réélu beaucoup trop longtemps, qui pense qu'on peut faire une épicerie pour une famille de 4 à 75 $ par semaine. Je ne le sais pas pour vous encore une fois, mais moi, quand je vais à l'épicerie puis qu'on me dit le montant de ma facture, je t'en maudis. Parce qu'en moyenne, dans les statistiques, c'est 248 $ par mois pour une personne seule que ça coûte, mais ça devrait coûter 330 $ par mois pour une épicerie saine, là, genre que tu suis le guide alimentaire puis tu manges un peu de tofu. Là. C'est pas le cas en ce moment. Donc là, on va aller dans les théories parce qu'il faut que ce soit scientifique. Premièrement, étiquetage. L'étiquetage, fait ça, c'est pour expliquer pourquoi là, on reste dans, dans les personnes sur l'aide sociale et tout. Là. Bon, l'étiquetage, c'est un processus pendant lequel on va identifier des individus comme étant déviants de la norme sociale. Super, 5 minutes, j'ai le temps. La norme sociale, je peux faire encore plus de jokes. OK. La norme sociale, c'est travailler puis payer ses impôts. On s'entend? Fait que si tu fais pas ça, t'es déviant de la norme. Ça veut dire que tu n'es pas dedans, là. Fait que tout le monde te juge, je vous le dis tout de suite. Fait que là, Coralie est sur l'aide sociale, son chum ingénieur l'a quitté, et puis elle a plein d'étiquettes. Fait que tout le monde la traite de profiteuse puis de BS. Puis j'aurais aimé ça mettre plus d'étiquettes, mais j'avais pas assez de place. Puis, à un moment donné, à force de me faire dire que je suis une profiteuse puis une BS, bien, c'est sûr que je vais l'internaliser. Fait que je vais commencer à croire que je suis vraiment ça puis que c'est juste ça que je vaux. Je vaux rien d'autre. Je suis plus une femme déterminée, magnifique. Je suis juste une profiteuse et une BS. C'est quoi les impacts de l'étiquetage? Premièrement, un problème au niveau de l'identité. Fait que moi, je m'identifie comme quoi? Une profiteuse puis une BS. Si je me dis ça, est-ce que j'ai une bonne estime de moi? Répondez non. Merci. Après ça, si j'ai une mauvaise estime de moi, est-ce que je veux participer socialement, genre me trouver une job? Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans la salle au bac ici puis que tout le monde vous juge puis dit vous êtes un esti de BS, retourne chez vous, est-ce que vous avez le goût de rester ici ou vous voulez quitter et boire dans une ruelle? Voilà. Après ça, si vous ne voulez pas participer socialement, bien, ça va renforcer le comportement déviant parce que tu ne vas pas nécessairement aller trouver une job, tu ne vas pas oser sortir. Fait que tu vas finir par rester sur l'aide sociale puis rester dans ton problème. Puis finalement, bien, il y a le refus de traitement. Imaginez qu'on vous donne plein d'étiquettes puis qu'après ça, on vous dit « Ouais, mais si tu veux rester plus longtemps sur l'aide sociale, va donc chercher un diagnostic de TPL. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu TPL, trouble de personnalité limite, mais c'est limite jugé. Fait que c'est ça, racheter une étiquette, ça ne va pas être super. Ensuite, théorie de la motivation. Puis là, je n'irai pas avec Maslow parce que ça a l'air mitigé comme théorie. Fait qu'imaginez une pyramide, mais j'y vais avec celle du travail. Fait que la motivation, c'est que dans la vie, c'est important d'occuper un emploi qui permet de se réaliser, d'avancer puis de répondre à ses besoins. Fait que si vous faites un job qui ne vous motive pas, vous faites des études que vous trouvez vraiment nulles, je pense pas que vous allez le finir, votre diplôme, ou vous allez finir par devenir gérant du Maxi. OK? Là, Marouane, je te vois réagir. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, fait que là, bon, mettons, c'est ça. Là, moi, je peux pas avoir de job parce que la majorité des personnes sur l'aide sociale n'ont pas de diplôme d'études secondaires. OK? Fait que là, j'ai fait un genre de hiérarchie du travail. Tu as le monde qui sont sur le plancher, qui sont au salaire minimum. Pour augmenter, il faut de l'ancienneté ou un diplôme. Là, moi, mettons, je travaille au Maxi. Est-ce que j'ai vraiment le goût de devenir gérante ou je m'en câline? C'est ça, on le sait pas. Puis après ça, pour devenir les big boss, il faut que tu aies des gros diplômes. Ou que ton père te donne 1 million à tes 18 ans pour t'acheter le Beach Club. Fait que finalement, est-ce que tout le monde a la même chance? Puis est-ce que les BS, c'est vraiment des profiteurs? Si on revient sur ce que j'ai dit puis que vous avez vraiment écouté, le revenu, c'est 1/3 du nécessaire pour survivre. Je me demande de quoi ils profitent, ce monde-là. Ils ne sont pas représentés en politique, sont rejetés socialement puis sont pauvres au niveau social et économique. Moi, sérieux, je sais pas si je voudrais rester en vie à vivre tout ça, mais je veux pas que ces personnes-là quittent le monde. Là, je les adore. Bref, c'est temporaire, tout le monde. Ça, c'était pas prévu dans ma présentation. C'était comme, c'est ça. Fait que finalement, moi, je me demande c'est qui les vrais profiteurs quand on sait qu'il y a un président des États-Unis qui a été élu puis qui a fait des paradis fiscaux puis de la fraude aussi aux impôts pendant des années, puis qui est encore sur le bord d'être élu, genre, what the fuck? Donc, finalement, mon rêve est détruit. Je ne ferai jamais partie des bougons parce que mon chum ingénieur revient, il va me faire vivre, puis je ne suis pas sur l'aide sociale, malheureusement. Donc, voilà, Junior peut se trouver une autre femme. Et c'est la fin. Et j'ai 6 minutes de questions. On va retourner sur ma face, là.
Félicitations. Tu as détourné la maîtresse du temps. C'est ça mon nom? La gardienne du temps, oui. Oui, tu as 6 minutes de questions vu que tu as fini 1 minute plus tôt. Mais posez pas de questions, s'il vous plaît. Fait qu'on va y poser plein de questions. Là. Faites la file. Il y a une file derrière le micro, là. Je la vois, là. Non, c'est juste du monde assis. T'es chanceuse. Non, t'es pas chanceuse. Bon, fait que... Hey, il y a un monsieur. La main, là. Je ne sais pas, il s'appelle Nicolas. Oui, Nicolas. Est-ce que t'aimes ton cours? Quel cours? Hey, je vais prendre la prochaine question. Ben, je suis en maîtrise, j'aime ça. Je suis à ma dernière année de maîtrise, tout le monde. Là, je gradue dans 1 an, puis je vais pouvoir aller travailler dans un autre domaine. OK, c'est une blague. Oui, je vais prendre une vraie question. Non. Ben oui, c'est ça. La personne que je ne connais pas m'a demandé si j'avais pris en compte la vie d'avoir des enfants. Mais non, parce que j'ai considéré une personne seule. Mais il faut que vous sachiez que, tu sais, le montant que j'ai dit, là, c'est à peu près 12 000 par année. Mais quand c'est une famille, le montant, il est diminué. Tu sais, il est augmenté, mais il est diminué avec le nombre de personnes. C'est pas 800$ par personne par mois. Fait que c'est vraiment moins élevé, puis ça rend les familles en contexte de précarité, puis ils ont aussi à peu près un tiers, ou peut-être 50%. Puis aussi, ce qui est important à savoir, c'est que le seuil de faible revenu, il augmente à chaque année. Là. Tu sais, là, il y a 30 000 à Montréal, puis il va augmenter encore. Mais l'aide sociale n'augmente pas à chaque année. Ça fait comme 2 ou 3 ans que c'est le même montant, parce que moi, je les check, les données, à chaque année, puis je pleure à l'intérieur. Avant, ça couvrait genre 55% des dépenses. On est rendu au 1/3 en 2024. C'est gênant. Legault, j'espère que tu écoutes. D'autres questions? Ben, j'avais une main levée. Oui, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que tu proposerais d'améliorer dans le système pour que mieux, pas réintégrer, mais qu'est-ce qui ne marche pas, en fait? Ben, tu changerais demain matin, je te mets ministre de je ne sais pas quel ministère. Ben, un jour, je vais être première ministre, là, s'il vous plaît, élisez-moi en 2035. Mais je te dirais, je vais y aller avec une opinion personnelle, OK? Mais en ce moment, la fraude à l'aide sociale, ça représente 0,8 %. OK? C'est pas gros. Moi, pour vrai, je mettrais moins d'investissement à chercher le 0,8 % puis j'irais taxer les riches, puis j'irais chercher ceux qui font des paradis fiscaux puis qui fraudent l'impôt parce qu'il y en a en maudit pour pas sacrer. Fait que c'est pas mal ça, mais tu sais, une meilleure représentativité politique, peut-être plus d'éducation aussi à la population, augmenter l'aide sociale parce que si on veut répondre aux besoins puis que les personnes retournent travailler, il faut leur donner un montant qui leur permet de se sortir la tête de l'eau puis d'aller sur le marché du travail, justement, puis d'avoir au moins un logement, là. Genre, 12 000 $ par année, tu payes même pas un logement en ce moment à Sherbrooke. C'est pas mal ça, la solution, mais je suis pas encore là-dedans. Merci à toi. Camille, oui. Bonjour. C'est le soir. Ta gueule. Oh, ça, faut au Japon. Excuse-moi, Coralie. Bref. Moi, j'aimerais savoir que tu te positionnes publiquement, même si je pourrais te le demander dans un contexte plus intime. OK. C'est intéressant. OK. Je vais arrêter de rire, je vais poser ma question. Donc, qu'est-ce que tu penses du revenu minimum garanti comme alternative à l'aide sociale? Hey, tu me poses une question parce que moi, je sais zéro, c'est quoi cette théorie-là? Fait que j'ai-tu poché ma maîtrise? C'est pas dans la maîtrise parce que, manifestement, on apprend autre chose. Oui, OK, ben je sais pas de quoi tu parles, Camille, mais t'en parleras le mois prochain à ta présentation. Faut reconnaître ses limites, c'est un talent. Non, c'est pas un talent, c'est une qualité des intervenants. Voilà. Prochaine question. Et moi, je pourrais continuer de 4 heures. Oui, on va aller au micro. Je ne sais pas si tu le sais. On dirait que ma voix elle résonne tellement gros. D'où ça vient la croyance que les BS, les bénéficiaires de l'aide sociale, sont des fraudeurs? Ben, tu sais... S'il y en a juste 3 %. Je ne sais pas, ça vient d'où, parce que ça fait longtemps. Je te dirais qu'on s'est pas mal fait encourager cette vision-là. Mais dis-toi, si tu vois une personne qui travaille pas puis qui a 12 000 $ par année, est-ce que tu trouves que ça a l'air d'être une profiteuse? Tu sais,
c'est ça. C'est à l'intérieur de nous, puis c'est une vision qui est partagée. Puis tu sais, quand il y a un système qui parle beaucoup d'argent, puis de revenus, puis que les riches sont donc nice, puis qu'on veut donc être le rêve américain, puis avoir 40 amis à l'école secondaire, une Mercedes, puis Pourtant, c'est habiter à tellement minime, 90-210 12 000. Beverly Hills. C'est ça. C'est de là que ça vient. All right, merci. C'est fini, là. Moi, j'étais partie sur un show. Voulez-vous un show? Non, c'était une joke. Mais là, Marouane a une question. On prend une dernière question parce que sinon, ça ira pas bien. On prend une dernière question parce que c'est Marouane, puis il est bien cool. C'est pas une question. Hey, j'ai dit tantôt, il revient vendredi. Il est là, d'ailleurs. Je sais pas si tu veux dire. Si vous avez des questions pertinentes, Coralie est assise juste là. Coralie est tout le temps au... Oui. Et bon, fait que... Oui, tu peux quitter. On va la remercier. Je donne l'impression que je la pousse, là. Mais c'est pas vrai. C'est parce que tantôt, elle parlait bien, puis là, ça finirait plus avec son chum ingénieur, là. On lui dit « Salut du Japon ». Ah, ben oui, c'est vrai que tout le monde le connaît. J'ai une question pour toi. Tu devrais ben en fait, c'est plus une affirmation, mais est-ce que tu aimerais devenir bénévole et animé? Fait qu'après ça, moi, je vais prendre ton bord, puis genre, je vais me mettre à parler, puis je vais être genre, ouais, mon chum d'ingénieur. OK. Je vais être genre, mon chum, il a un chat, puis là, il est au Japon, puis non? OK. Bon, ben avec ça, tout ça, ben il faut enchaîner, hein? Et ben on va remercier Coralie, mais on va aussi vous remercier, cher public, parce que ce soir, pour le premier événement, on est environ 100. Wouhou! Eh ben là, plus fort, let's go! Yeah! Et ben là, j'ai une liste de personnes à remercier. Là. Checkez ça, là, tout ça. Là. Donc, on remercie les présentateurs. Donc, notre sauveur enseignant. On remercie Bertie. Non, Colline. Oui, merci. Zineb et Coralie. Et ensuite, on remercie nos bénévoles du Bistro Brain parce qu'on est, on est plusieurs personnes derrière tout cet événement. Donc, il y a moi, là, parce que je suis en avant de la scène. Mais non, c'est pas vrai. Bon, on dit merci à Marika et Sophie à l'entrée qui ramassent vos dons. Là, les belles demoiselles que je parlais tantôt là, sont encore là pour ramasser vos dons. Ensuite, on dit merci à Émilie à la captation là, qui va faire sûr qu'on est dans le cadre pour la vidéo YouTube. Merci à Alexis qui est à la projection et qui nous fait faire des crises d'épilepsie. À Gaëlle qui est au réseautage. Colin, j'ai écrit ce petit, hein? On est tellement, j'ai tout écrit ce petit. Et à Eva, qui est justement une nouvelle bénévole au Bistro Brain, qui fait, qui regarde toute la place là, puis qui va dire, OK, moi, je veux devenir tel poste là. Puis justement, on cherche des nouveaux bénévoles si jamais vous voulez rentrer dans notre équipe. Hein, Coralie? Oui, je l'ai proposé, tu avais dit non. Ah! C'est Alexis? Alexis? Alexis, Coralie, elle veut devenir bénévole. Bon, OK, on a une nouvelle bénévole à cette heure. Tu viendras prendre la photo tantôt. OK, bon, on va arrêter de parler. Sinon, on dit merci au staff du Boc et Bière qui sont toujours là pour nous servir. Donc, au service, on a Andy. Au service, on avait Andy, Léandre, Renaud et Marianne. Et puis, à la cuisine, on avait José. C'est très important parce que c'est juste lui qui était là pour vous faire vos snacks ce soir. Et puis, un autre remerciement à nos commanditaires de la soirée, qui étaient la First et le Sareuse. Wouhou!